Et puis ça n'est que le début et ça va se décliner. Ouais, de ne pas chercher à l'anticiper, mais que ça Voilà. arrive, voilà, comme lui y est confronté, le lecteur s'y trouve confronté. Voilà, à ce moment-là. pour Ouais. se remettre à une perspective comme de plan zéro, quoi, où tu es avec les personnages, mais tu pas de surplomb. Donc Eric, est-ce que tu peux me raconter ce nouveau projet du dernier volume du Bureau des Affaires Occultes? Eh ben, dans ce 5e épisode, comme ça fait 2 ans qu'il y a eu une pause dans la série, j'avais vraiment envie de renouer avec ce qu'a fait en fait l'origine du projet, c'est-à-dire de revenir vers une intrigue beaucoup plus mystérieuse où on aurait voilà, des hommes masqués, du mystère, l'alchimie, et donc on retrouve tout ça dans ce 5e épisode. Et puis le deuxième élément, je crois, qui est fort dans cet épisode-là, c'est que le personnage de Valentin évolue, et là, pour la première fois, sa mission de policier, voilà, de héros luttant contre le mal, commence à le questionner. Il se rend compte que le régime de Louis-Philippe est peut-être pas aussi libéral qu'il pouvait le paraître au début, et donc c'est un épisode où il va se poser pas mal de questions sur est-ce que je peux continuer à servir un régime qui commence à réprimer les oppositions dans le sang. Qu'est-ce qui t'a inspiré vers ces événements politiques-là, peut-être, plutôt que ceux des autres volumes En fait, sur cet épisode-là, il y a deux éléments qui m'ont inspiré. Donc l'élément historique, c'est effectivement ce basculement du régime de Louis-Philippe, où le commerce, l'industrie se développe, et où donc le régime de Louis-Philippe devient en fait un régime qui favorise cette haute bourgeoisie, cette montée de l'argent, ce qui va complètement s'épanouir après dans le Second Empire, hein, avec Napoléon III. Et donc c'est pas un hasard si dans ce roman-là, les victimes sont tous des serviteurs de ce dieu argent qui commence à monter dans la capitale. Et Valentin Verne s'en rend compte. Et du coup, Valentin se Ouais. rend bien compte que voilà, c'est ce nouveau, ce nouveau paradigme qui dicte l'évolution du régime. Est destiné à préserver la richesse de certains. Et ça l'interpelle. Et puis j'avais envie aussi d'une atmosphère un peu baroque, quoi. Je voyais des ruines au crépuscule, des formes spectrales qui se baladaient dans ces ruines. Et j'avais envie en fait, de relier les deux dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté très prosaïque de l'argent et du pouvoir, voilà, et voilà, cette atmosphère voilà, romantique de l'époque qu'on voit à travers Gérard de Nerval, qui est un des personnages, du coup, un des personnages historiques qu'on retrouve dans le roman. Et l'alchimie, c'est quelque chose qui, toi, te fascine Ça, personnellement? Ouais, c'est mon côté pharmacien, ça, les études de pharmacie. C'est vrai que l'alchimie, tout le monde, dans le grand public, quand on parle d'alchimie, on imagine tout de suite la transformation des métaux en or. Mais moi, c'est ce qui m'avait marqué pendant mes études de pharmacie, c'était de découvrir que l'alchimie allait au-delà, qu'en réalité, c'était aussi la recherche de la médecine universelle. Puis qu'il y avait aussi cette dimension mystique. C'est-à-dire que c'était l'idée d'essayer de retrouver la pureté originelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant d'un point de vue romanesque, de mettre en scène des personnages qui sont à la recherche de la pureté absolue et qui, pour atteindre ce but, sont capables d'arriver jusqu'au crime, quoi. Ça, je trouve ça toujours assez fascinant, cette dérive de la recherche de pureté qu'on retrouve souvent dans pas mal de révolutions, en fait, où on commence avec des idéaux de pureté, et puis ça se termine dans un bain de sang. Faites confiance au comédien Benjamin Jungers, qui est devenu la voix irremplaçable du Bureau des Affaires Occultes, pour incarner les doutes de Valentin et retranscrire le caractère étrange de cette nouvelle enquête aux frontières de l'occulte. Ça fait maintenant 5 épisodes que tu interprètes l'inspecteur Valentin Verne. Alors, qu'est-ce que ça fait au fil du temps d'être cette voix de l'inspecteur Valentin Verne? C'est un plaisir de le retrouver à chaque fois, et ce qui est beau, comme tu dis, c'est que ça s'imprime au fil du temps, au fil des sorties de tes bouquins et des écritures de tes bouquins, et ça, c'est quelque chose que
que moi d'ailleurs j'ai pas eu d'autres expériences de ça en audiolivre et que je trouve vraiment très très riche, c'est de suivre les enregistrements au fur et à mesure que les livres sortent de ton écriture et sont vraiment édités. Ouais, il y a une émotion particulière à retrouver à chaque fois le personnage et le récit quand je sais que voilà, il arrive également en format papier et que moi après j'ai vécu plein de choses, ma vie a continué, j'ai enregistré d'autres choses, j'ai fait d'autres personnages et ces personnages récurrents-là, du coup on a forcément toujours un rapport très complice à eux. C'est quelque chose de particulier et de très agréable que j'ai retrouvé dès la première séance la semaine passée, comme j'expliquais. Ça fait quand même là 2 ans que du coup tu l'avais pas interprété. Alors là, ça faisait 2 ans. Et du coup, ça n'a pas été voilà une question que je me posais, est-ce que ça n'a pas été trop dur justement de pouvoir se rebrancher sur cet univers alors que tu es habitué à un rythme de le retrouver tous les ans? Ouais, non, je peux pas dire que j'ai senti de différence, même si c'est vrai que pour la première fois là, ça faisait 2 ans. Et tout de suite, j'ai retrouvé le ton écriture, qui est quand même le socle du récit, des personnages, de tout. Et c'est vrai que c'est du coup très agréable de sentir que on s'y retrouve tout de suite. Il y a quelque chose de confortant, même si il y a une écriture exigeante, il y a une nouvelle, il y a plein de nouveautés, c'est un nouvel opus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup, ouais. Est-ce qu'à force que tes livres soient enregistrés en audio, tu y penses quand tu écris plus qu'avant, au fait que ça sera derrière mis en voix par... Alors, en fait, j'y pense pour les dialogues. Je fais un petit effort pour moins écrire les dialogues qu'avant. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par contre, dans tout ce qui est... Moins les écrire. Ouais. Tu veux dire que ça soit moins écrit, que ça soit plus naturel, un peu plus naturel. Ah, okay, alors qu'avant, j'avais tendance à un peu les surécrire, les dialogues. Okay. Voilà. Mais sinon, pour le reste, il y a une phrase que tu m'avais dite lorsque tu as enregistré le premier, ou c'était peut-être le deuxième, quand je suis venu la première fois te voir enregistrer, où j'avais vu effectivement les pages projetées, parce que les auditeurs ne le savent pas, mais il y a les pages sont projetées, on les voit, le réalisateur suit, et moi je regardais ça pendant que toi tu étais dans ta cabine en train de lire. Et je me suis fait la réflexion, quand même, je l'aide pas parce que c'est quand même de l'écrit un peu soutenu. Voilà, et tu m'avais dit, et ça c'est une phrase qui m'a marqué, tu m'avais dit, mais finalement ça m'aide, c'est plus simple pour moi de lire un livre qui est assez écrit, où il y a déjà des effets des styles, etc., parce que j'ai pas besoin d'en rajouter, alors que quand c'est écrit très 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 simplement, des phrases sujet, verbe, complément, là c'est à moi de rajouter des effets, etc., et c'est plus compliqué. Donc du coup, ça m'a complètement déstressé, libéré, et à part les dialogues, je te dis, où j'essaye de moins les écrire qu'avant, sur le reste, j'y vais en me disant, Benjamin assurera derrière. Alors en toute honnêteté, Eric, est-ce que ma voix correspond aux aventures de Valentin et du récit? Oui, j'aurais du mal d'ailleurs maintenant à l'entendre autrement, et je pense que c'est le cas de tous les auditeurs. Moi j'ai beaucoup de retours sur les salons de personnes qui ont lu les livres audio, et moi ce que j'apprécie, c'est qu'on retrouve dans la façon dont tu l'interprètes, on retrouve à la fois ce côté un peu angélique et juvénile, un peu de Valentin, mais que tu sais, au moment de tension, rendre compte aussi de son personnage intérieur qui est beaucoup plus torturé que sa première apparence. Et ça, je trouve que tu le rends très très bien et toujours de façon très équilibrée. C'est-à-dire, c'est jamais dans l'outrance, c'est toujours subtil, mais j'aurais du mal maintenant à imaginer Valentin... la voix de Valentin autrement. Et je vais même te dire, c'est même pire, c'est que maintenant, comme je suis venu plusieurs fois te voir enregistrer, j'aurais même du mal à voir un autre acteur interpréter Valentin. Alors que c'est très drôle, quand j'ai commencé à écrire Valentin, je ne visualisais pas un visage particulier. Tu vois, des fois, par exemple, le visage Aglaé, si j'avais quelqu'un en tête, quand je dirais pas qui, mais j'avais quelqu'un en tête. Je m'aperçois qu'il ne faut pas trop dire aux lecteurs qui ont... Ah oui, ça peut... ça peut perturber complètement un lecteur qui ne voit pas du tout de la même façon. Mais j'avais quelqu'un en tête pour Aglaé Marceau, pas du tout pour Valentin, et maintenant, moi je trouve que tu corresponds pas mal à Valentin. Ah oui, finalement, d'accord. Je suis sûr que tu es quelqu'un d'assez torturé au fond, sous cette allure de gendre idéal.
Donc, non, moi, très content de la façon dont tu interprètes Valentin, et ça serait difficile pour moi qu'un autre comédien, tout d'un coup, débarque dans la série pour prendre le relais. Ah, ça serait compliqué. Le grand garçon costaud lui décocha un clin d'œil de connivence. « Attends, t'as encore rien vu. Suis-moi, mais surtout fais bien attention où tu mets les pieds. Va pas buter contre une racine ou trébucher dans un méchant trou de taupe. Nous devons nous rapprocher dans le plus grand silence. » Et du coup, comme c'est une série justement récurrente, t'as pas que Valentin qui revient. Il y a d'autres personnages qui reviennent, notamment Aglaé, les personnages du Vidocq qui revient, qui est pratiquement là dans toute la série. Carrément, du coup, j'étais content de le retrouver. Alors, ouais, justement, comment tu fais, mais techniquement, pour retrouver les voix de chacun, parce qu'à chacun, tu donnes quand même une certaine caractéristique de voix. Tu as une banque, tu as des notes, enfin comment tu fonctionnes? D'habitude, je prends sur n'importe quel livre, je prends des petites notes. Souvent les ingé-sons, ils enregistrent toutes les nouvelles voix et donc ils peuvent me la repasser. Si 200 pages plus tard, le personnage revient, ils le retrouvent en 2-3 clics pour me le refaire écouter. Mais moi j'aime bien malgré tout, en quelques mots, m'exprimer quelle est la voix d'un tel. Et même l'exercice en soi, je le trouve amusant, quoi. Et comme, j'allais dire, je me connais bien, bah oui, forcément. Donc à la longue, je sais quel mot va m'évoquer quoi en termes de voix. Ah oui, et j'aime toujours bien faire ça. Et donc à la longue, je me rends compte qu'il y a souvent des personnages où je mets les mêmes adjectifs d'ailleurs, et donc c'est des voix un petit peu approchantes, quoi. Et donc j'ai certainement dû faire ça sur cette saga, et je parle au passé parce que là, bah, une fois de plus, il y a déjà eu 4 volumes, voilà, ça m'a beaucoup plu, beaucoup nourri de faire ça, et donc je sentais que voilà, j'en étais quelque part un petit peu, on peut dire, imprégné. En tout cas, j'ai pas eu besoin de rechercher des notes pour tous les personnages récurrents qu'on a retrouvés dans ce livre-ci. Ils sont revenus naturellement, et je serais étonné qu'en un coup, ce qui me soit venu était complètement à côté de ce que j'avais fait. Et puis je vais même te dire que si c'est le cas, si peut-être la voix d'un tel ou d'une telle a un peu changé, bah tant mieux en fait, parce que en fait j'ai changé, la vie change, le personnage bouge, toi tu bouges dans ta vie d'auteur, et donc même ces petites choses qui peuvent être un peu différentes, moi personnellement, alors évidemment il ne faut pas que ça brusque trop, peut-être les audiolecteurs ou autres, mais je trouve que c'est quelque chose de riche aussi, quoi. Et justement là dans cet épisode, il y a une vraie évolution de Valentin qui commence à se poser des questions sur sa mission de policier et tout. Est-ce que ça, tu l'as perçu? Est-ce que tu cherches à rendre cette évolution aussi de Valentin, qui est peut-être moins monolithique peut-être que dans le premier volume de la série? J'ai pas tenu à... Je me suis pas encombré, parce que je pense que ce serait s'encombrer la tête que de me dire ok, il faut dès le début du volume déjà faire pressentir ça, parce que en fait, une fois de plus, ton écriture, elle est là, tout le travail, c'est toi qui l'as fait, et je pense que moi, vouloir par de l'interprétation suggérer ces choses-là, je pense que l'audiolecteur, tout simplement, il comprendrait pas nécessairement, parce que il me semble pas, dans le suivi que j'ai fait de ton récit, que c'est super appuyé et qu'il faut à tout prix se dire « Ah là, ça va ». Et donc, j'ai plutôt essayé de rendre compte de cette surprise que petit à petit, au fur et à mesure de ces événements sanglants dont tu as parlé, et ben lui ça le chamboule, et il me semble que de même que moi ça m'a vraiment surpris à la lecture, ben j'espère que du coup l'impact en sera plus fort aussi pour l'audiolecteur, tu vois, de se dire ah oui là il se passe vraiment quelque chose, et puis ça n'est que le début et ça va se décliner. De ne pas chercher à l'anticiper, mais que ça arrive, comme lui y est confronté, le lecteur s'y trouve confronté. Voilà, pour se remettre à une perspective de plan zéro, quoi, où tu es avec les personnages mais tu n'as pas de surplomb, et je pense que moi qui ai toujours le souci premier quand même de tenir l'audiolecteur par la main en fait dans un récit, ben moi il me semble que c'est plus riche de faire comme ça que de vouloir être trop malin ou trop dans des soucis d'interprétation. J'ai toujours cru ça dans l'audiolivre, et je continue, c'est vrai, à en être persuadé. Ouais. Et du coup, dans la série, parce que maintenant on en est au 5e, est-ce qu'il y a un des livres qui t'a semblé plus facile à interpréter, ou au contraire plus compliqué? Et pourquoi? Ce qui me viendrait comme ça assez vite, c'est finalement le premier,
faut pas en faire trop, il me semble, une fois de ouais. plus. La situation est déjà tellement dure sur des sujets tellement difficiles pour tous, hein, l'enfance, voilà, avec des sévices. Voilà, je trouvais ça délicat, je trouve c'est un thème même délicat, même en général, oui, je pense, parce qu'il faut éviter les écueils des clichés, de banaliser ça. Voilà, je trouve et pour moi, en tant qu'interprète, ça pouvait être délicat, voilà, en servant mal ces moments de récit-là, où ça pourrait devenir, voilà, un truc, en effet, qui ferait cliché ou trop larmoyant, parce que c'est les thématiques de l'enfance. Je me souviens que ouais, c'était pas facile à aborder, je dirais. C'est drôle que tu me dises ça parce que moi j'en étais conscient en l'écrivant et c'est pour ça que en fait tout est assez elliptique, rien n'est vraiment décrit. Et en fait, il y a un seul moment dans ce livre où il y a quelque chose qui est décrit, qui est vraiment quelque chose de fort. C'est en fait lorsque le vicaire demande à Valentin d'écraser une petite souris sous son pied. Ouais. Et c'est cette scène-là, plus que les histoires de sévices sur les enfants, qui frappe les lecteurs. Sans quoi, du coup, ça prouve que les lecteurs sont subtils et il ne faut jamais sous-estimer le lecteur. Parce qu'en fait, justement, moi, je l'avais conçu cette scène-là comme un symbole de ce qui se passait pour Valentin, sans avoir à décrire ce qui se passait sur l'enfant. D'accord. C'était la souris, ce petit être fragile qui représentait, qui était une métaphore quelque part de ce qui se passait pour l'enfant. Et ça m'évitait justement de décrire. Et les lecteurs ont été frappés par cette scène-là. Donc c'est intéressant, tu vois. Oui, c'est marrant de voir que rétrospectivement, j'y repense. C'était le premier, hein, donc c'est il y a plusieurs années. Et du coup, j'en ai gardé le souvenir globalement d'un truc très violent, alors que tu me dis que justement, tu avais... c'est rigolo, ouais. Est-ce que tu as eu des retours de lecteurs sur la série du bureau? Tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas un seul salon du livre où j'ai pas quelqu'un qui me parle des livres audio. Peut-être parce que justement le premier a été quand même très marquant. Hein, il a été beaucoup écouté, le premier livre audio. Et du coup, moi les retours en général qu'on me fait, c'est justement sur cette fluidité de l'écoute et le fait que tout est dans la nuance. Je trouve que la difficulté en fait du livre audio, je trouve que c'est effectivement qu'il ne faut pas être trop monocorde parce que sinon on n'accroche pas du tout et ça ne marche pas. Mais il ne faut pas non plus être trop poutré. Et moi, les retours qu'on me fait, c'est sur la caractérisation des personnages. À la fois, tu arrives à caractériser les personnages, que ce soit les personnages masculins et féminins, et c'est jamais outré, c'est jamais caricatural. Tu vois, par exemple, les personnages féminins, tu leur donnes une vraie teinture de voix, mais c'est jamais dans la caricature, quoi. C'est toujours assez subtil. Et ça, beaucoup d'audio lecteurs m'ont fait ces retours-là, en me disant que c'est ce qu'ils apprécient dans cette série. Alors, si tu devais, en 3 mots, donner envie à des gens d'écouter Les Archanges de la Nuit. Compliqué de résumer 400 pages en 3 mots, mais je dirais forcément alchimie, forcément c'est assez central dans le livre, crime, parce qu'il y en a plus d'un, et puis peut-être le troisième, prophétie. Et toi, si tu avais 3 mots? Soulèvement, parce que j'ai quand même été vraiment frappé par cette dimension du peuple qui se soulève et de la répression. Et c'est quelque chose qui est fort prégnant, je trouve, dans ce récit. Aventureux, parce qu'il y a des péripéties, il y a des meurtres. Tu le vends bien. Il y a des poursuites. Et quand même, parce que c'est le bureau des affaires occultes, oui, je dirais science. Enfin, en tout cas, toujours cette touche de choses qu'on apprend du domaine du scientifique, de la médecine. Un peu de rationalisation dans cet occulte. Et toujours avec une branche différente d'un opus à l'autre, et du coup, c'est très cool. Selon toi, quel serait l'endroit idéal pour écouter tranquillement Les Archanges de la Nuit? Oh là, alors peut-être la nuit, justement, au bord d'un étang ou au bord d'un château en ruine ou d'une abbaye en ruine. Ce serait magnifique, on serait raccord, ce serait parfait. Et toi, tu l'écouterais où? Écoute, tu vas me dire facile à dire vu que tu viens de le dire, mais sincèrement, je pensais tout de suite au bord de l'eau. J'imaginais un truc au bord de l'eau,
Voilà, après, en dehors de ça, non, mais je suis assez raccord. De toute façon, avec, moi, je trouve que le livre audio, c'est ça l'avantage, c'est que ça peut s'écouter partout, quoi. Tu peux l'écouter en faisant du sport, tu peux l'écouter. Moi, je l'écoute en conduisant, dès que j'ai des trajets un peu importants à faire. Et c'est la magie. L'atout, c'est plutôt de pouvoir faire d'autres choses en même temps. C'est vrai. Mais pourtant, quand je l'imagine comme ça, ou tranquillement, tu peux l'écouter, c'est vrai que forcément.